Et je pense, je le vois moi dans Et mon écran voilà, à côté, on peut accueillir Thierry Georgiou. Bonjour Thierry. on fait rentrer les titulaires pour la dernière demi-heure. Le super sub Thierry Georgiou qui prend place dans ce commentaire. Bonjour Thierry, comment ça va? Bah nickel, hein, on suit ça depuis la maison, depuis Uppsala. Nous, l'équipe de Finlande, on a ceux qui vont courir le championnat du monde, ils prennent pas part à cette Coupe du Monde parce qu'on a notre pré-camp pour les championnats du monde qui démarre après-demain, là, samedi matin. Donc on suit ça bien sûr avec attention. On a une équipe un peu hybride, je dirais, à cette Coupe du Monde. Je pense que vous avez dû en parler. On essaye d'optimiser tout ce qu'on peut pour les championnats du monde. Donc, on a nos meilleurs coureurs, ils font l'impact sur cette Coupe du Monde pour se préparer au mieux pour les championnats du monde à Kyokyo. Très bien, donc parfait. Comme vous pouvez le voir, on va un peu alterner hein, entre les images, commenter ce qui se passe à l'écran et puis profiter de ta présence Thierry pour te poser quelques questions. En attendant, donc on a vu Emil Svensk passer au premier intermédiaire en tête. La même chose pour son petit frère, Victor Svensk, un intermédiaire plus tard. Et là, c'est Simon Hector qui était vers la ligne d'arrivée. Est-ce que tu as suivi la course fille, Ouais, Thierry? bien Et qu'est-ce sûr. que Ouais, tu peux dire ouais, es-tu contente des perfs de tes Finlandaises, peut-être? ouais, c'est pas mal. Là, aujourd'hui, on jouait un peu la place de remplaçante pour la longue distance. On a déjà sélectionné 3 filles pour la longue distance, mais on a des petits doutes sur un de nos coureurs si elle va pouvoir courir la longue distance. Donc aujourd'hui, c'était une course assez importante pour eux. On a vu Amine Malm en 8e position, donc c'est très positif. Bon, bien sûr, Hydrofiel, c'est spécial, hein, vous l'avez vu, ce poste 2, il a fait pas mal de dégâts. La visibilité, je pense, il y a beaucoup de coureurs qui étaient très proches de ce poste. Il faut savoir, Hydrofiel, même si c'est blanc sur la carte, la visibilité change beaucoup là, quand vous passez après le village. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus ouvert. Mais ce deuxième poste, il a fait beaucoup de dégâts. Donc, mais j'étais bien content de la perf d'Ami parce que ben, physiquement, c'est dur là, la fin de course. Bon, il reste un gros choix d'itinéraire, mais c'est quand même assez physique. Donc ça, c'est positif en vue du haut que si elle a à courir la longue distance, elle le fera sans problème. Très bien, et puis on peut parler aussi là, chez les hommes de Thomas Sekila, ton sprinter phare dans ton équipe finlandaise, Ouais, qui s'en est plutôt bien sorti une fois de plus. bah ouais, c'est étonnant, hein. Il y a 2 mois, tu m'aurais dit ça, et je serais tombé de mon fauteuil, mais bon, ça montre quand même que la dimension physique de l'activité, elle est hyper importante à haut niveau. Donc c'est un mec, il est super sharp physiquement. Donc son objectif de l'année, c'est le championnat d'Europe. Mais bon, il avait mis une petite case sur le général de la Coupe du Monde. On sait que sur le général de la Coupe du Monde, ben 2 tiers des courses sont du sprint. Donc là, il voulait ramasser quelques points. Je pense que ça va finir entre 15 et 20. Là, ça commence vraiment à s'accélérer. Là, on voit Casper à l'image. Bon, bah là, c'est bien parti. Je crois qu'il a mis Mathias dans les rétros juste avant, là, sur le poste 8. Et donc là, il devrait prendre une bonne tête. Je vois que Mathias, il n'a pas réussi à accrocher. Donc, Et oui, c'est c'est ça, c'est bien ça l'info. parce que, On, ouais, on voit Kasper Fosser, mais on voit pas Matthias Kieburtz à l'écran. Donc c'est donc qu'il n'est ni passé au poste avant lui, et qu'il n'est pas non plus eh bien, dans les foulées du Norvégien. Donc Kasper Fosser qui est passé et qui va vraiment améliorer le temps, mais sans non plus mais pas définitivement exactement, ouais. tuer la concurrence. Ouais, Ah, il ah est bah pas il très est loin. là. Eh Donc ouais, pas très loin. bon là, la partie suivante elle est bien ouverte donc je pense que Mathias il va réussir à raccrocher. On sait que Casper a parfois du mal à finir un peu ses courses. Bon là je pense qu'il est vraiment sharp donc je pense il va l'aider un peu Mathias aussi dans cette partie roulante. Après je pense que la course n'est pas finie parce qu'il y a ce long choix. Pour ceux qui passent à droite de la colline, ils perdent entre. Là, pour l'instant, c'est toujours Tuomas qui a le meilleur chrono sur l'option col. Sur le long choix, bon, ils vont le voir, on va le voir peut-être plus tard, mais
Donc, suivant l'option qu'ils prennent, la course n'est pas encore jouée, quoi. Eh bien, on attend ça avec impatience, cette fin de course de cette Coupe du Monde homme de longue distance. À l'écran, là, on peut voir eh bien, les choix, une zone où les filles ne sont pas allées tout à l'heure, un peu plus au sud du changement de carte. Et ça semble toujours bien se passer pour la fratrie Svensk. Ouais, mais on voit quand même que là, ils sont au moins, ouais, 6 Suédois dans un mouchoir, hein, parce qu'on a Anton Johansson, Victor Emil, Martin et Max Peter qui se rapprochent un peu aussi des chronos. Tout ça, c'est en moins d'1 minute 30 et tous ces gars-là, ils jouent une place pour les championnats du monde. Donc là, vraiment, c'est celui qui en a le plus envie, je dirais. Bon, bien sûr, faut être clean techniquement jusqu'au bout, mais là, franchement, c'est là que ceux qui ont envie de se battre pour la place, je pense que les coachs suédois, là, ils se régalent devant l'écran à l'Arena parce que tu vois vraiment celui qui veut être au championnat du monde. Donc ça, c'est top, quoi. Et là c'est dans un mouchoir. Ça va vraiment... ouais, ça va être celui qui se bat le plus jusqu'à la fin. Donc ça, c'est passionnant, hein. Ouais, et puis on peut voir qu'il y a des gros écarts qui peuvent être faits en fin de course, hein. Le Finlandais Tuomas Sekila a fini très très fort cette fin de course. Il reprend du temps à tout le monde entre le dernier poste intermédiaire, dernier poste télé et l'arrivée. Donc on peut encore avoir des écarts à ce niveau-là. Fin de course Exactement, longue passionnante. distance. Donc, ouais, exactement. Donc là, il y a un peu de gestion, quoi. Il y en a qui ont tendance à partir un peu fort. Je pense que le Victor Svensk, il devrait finir par caler au bout d'un moment parce qu'on sait qu'il a eu un printemps assez difficile. Là, vraiment, il a 2, 3 semaines derrière lui. Donc, la logique voudrait que ça soit lui qui cale. Et par contre, Martin Emil qui soit vraiment costaud, quoi. Je pense Anton Gustave, bon, ça risque d'être dur, mais on va suivre ça, ouais. Eh Voilà, bien, on ça c'est verra le ensuite post-à-post dont je parlais. oui, Exactement, ouais. Donc ça le c'est le choix. dernier long choix avec il y a cette colline là qui bloque un peu le choix direct. Il y en a qui ont fait le trait rouge, hein. Je crois Tim Robertson, il a tenté le coup. Bon, c'était pas super payant. Et donc en fait le poste n'est pas si dur que ça parce qu'il est à la rupture de pente. Donc en fait bon, c'est plus aller chercher, trouver la courabilité. Mais je pense quand même que le choix bleu, là, pour l'instant, il est bien plus rapide. Et puis surtout, bon, est-ce qu'il faut pas... Ouais, une centaine de coureurs, si on prend, c'est à peu près le même poste pour les filles. Donc je pense que ça doit tracer un peu plus sur les rentrants autour, là, plutôt que le choix direct. Donc je pense celui qui fait le tour de la colline, là, il est à peu près 1 minute plus rapide que le direct. Ah, et on a eu une belle info aussi à l'écran, c'est Max Peter Beimer qui est enfin passé en tête. Et on va d'abord parler de notre Français Mathieu Perrin qui arrive. Mathieu Perrin, donc pareil, hein, comme pour tous les autres coureurs, hein, les derniers pas ne semblent pas faciles pour ce coureur. Eh bien, de Saint-Etienne, comme toi Thierry. Et ça fera Ouais, une ça fait arrivée en plaisir, 8e là. position avec un peu plus de 6 minutes de retard. Vas-y. Ouais, c'est solide, là. C'est une belle perf avec celle de Quentin. Donc ça, c'est des coureurs qui vont faire la longue distance au championnat du monde, terrain bien différent, mais là, ils prennent encore de l'expérience. Ça leur permet de savoir à quelle vitesse ils peuvent partir sur la longue distance. Donc même si, bon, ils ont l'air d'avoir souffert, ça, c'est une expérience hyper importante pour les championnats du monde à Kuopio. Donc je pense qu'il ne sera pas satisfait de son résultat, mais il y a beaucoup à reprendre d'une course comme ça, comme aujourd'hui, quoi. Ouais, Et donc donc on là, on voit voit à eh ben, cette l'écran, fin de donc course. Ouais. Max Peter, donc en vert, et puis bon, on voit que bon bah il a cafouillé son poste, c'était le poste 3, hein, il fait un super chrono sur le poste 2, et puis là, donc il a le feu aux fesses, il veut vraiment se remettre dans la course. Donc là, je pense ouais, il joue sa place au walk, donc je pense que c'est un mec vraiment solide, hein. On se rappelle de sa longue distance à Davos, à la Coupe du Monde en Suisse, là où il avait, ouais, je crois qu'il avait fait deuxième, hein, sur cette course-là. Donc c'est un mec qui est capable de finir vraiment fort.
Il a fait une année aux États-Unis avec pas mal de cross-country, donc lui, ça lui fait pas peur les parties vraiment roulantes à la fin, donc je pense qu'il va passer Victor sur la fin de course. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a passé Lucas Seeland, parce que Lucas Seeland est passé également au dernier intermédiaire, et il était 1 minute de retard sur Max Potter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au poste 20, eh ben, Lucas Seeland avait presque 2 minutes d'avance sur Max Potter. Donc sur cet enchaînement de 20 à 23, Max Potter Beimer en vert a repris 3 minutes au trait bleu de Lucas Seeland. On voit Lucas, il est dans la partie la plus pentue du terrain, donc ça c'est vraiment un cauchemar en fin de course de longue distance. Comme ça, il faut essayer de trouver un peu les parties, je dirais, plus gentilles, quoi. Celles où on peut encore allonger la foulée. Et là, lui, ça lui casse le rythme. Il va s'en reprendre une juste derrière. Là, il vient de passer la première, il y en aura une deuxième. Donc ça, sur une fin de longue distance, ça achève, quoi. C'est là qu'on peut choper des crampes. Donc là, c'est pas opportun de Lucas, là, ça c'est dommage parce qu'il avait vraiment fait un truc solide. Donc lui aussi va faire la longue au championnat du monde. Et c'est Simone Marc, je crois. Exactement. Ouais. Donc lui, c'est pareil, il jouait un peu sa place pour les championnats du monde, mais malheureusement la semaine dernière, il a été malade. Donc lui, il n'a pas fait le voyage à la Yukola, il y croyait un petit peu pour les championnats du monde. Il avait fait un walk test à Tako en Finlande vraiment performant, mais là, il lui en manque. Il l'a décrit à la qualif. C'était sa première course depuis une semaine, donc là, il est dans le dur. Là, il va avoir du mal à finir. Donc, est-ce qu'il va arriver à se relancer sur la middle? Moi, je pense qu'il est un peu court là. Donc, c'était sa grosse chance aujourd'hui. Mauvais timing. Voilà, là, il va être déçu. Là. Et là où nous, on n'est pas déçus, c'est que, quoique ça va être chaud. Je pensais que ça serait large, mais j'allais dire qu'on n'est pas déçus parce qu'il allait finir derrière un autre Français. Et en fait, je pense que ça risque de jouer à la seconde. Et pas sûr que la seconde soit du bon côté. Allez, fin de course à suspense entre Simone Marc, le Suédois, et Quentin Moulet. Et on voit encore, on n'a pas l'impression d'être sur un couloir d'arrivée classique de moyenne distance ou de sprint où les coureurs donnent tout. Là, ils sont vraiment en train de juste essayer de tenir une vitesse la plus haute possible. Et c'est derrière pour Simone Marc. Le couloir était un peu trop long pour le retard qu'il avait par rapport aux Français. Quentin Moulet, toujours deuxième. Et désormais, c'est Lucas Seeland. Et lui, ça devrait être devant. Ouais, donc Lucas, c'est un mec qui s'entraîne à Uppsala, donc c'est un mec que j'ai vu régulièrement cet hiver. Donc voilà, lui, il va faire 2 courses au championnat du monde, la moyenne distance, la longue distance. C'est un peu, je dirais, après Eric Landal Breivik et Casper Fosser, peut-être le 3-4e de l'équipe. Bon, c'est pas mal aujourd'hui, mais je pense qu'il va en manquer un peu pour faire top 6. Je pense qu'il va y avoir quand même un paquet de Suédois qui vont le passer là dans la prochaine minute. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lucas Seeland, il est toujours 4e au premier intermédiaire au bout de 42 minutes de course. Mais je pense que cette fin de course, et notamment ce long choix qui ne paraît pas des plus opportuns, va malheureusement l'empêcher de viser plus haut. Allez, donc on attend désormais Max Peter Beimer à l'arrivée, Antonio Hansson également au TV3. On va voir quel choix va faire la réalisation et s'attarder dessus. Watch, il chute. C'est le max, donc lui il va tout mettre là. Il finit toujours fort là. Il a bougé maintenant, il a Falun. Donc je pense qu'il a pas mal de potes dans le public. On entend les spectateurs qui le poussent. Donc lui il va se défoncer vraiment. Et ça peut faire la différence. Il y a 10 minutes, il avait 1 minute d'avance sur Lucas Seeland et il va finir avec presque 2 minutes. Et là ça finit fort. Là on voit quand même visuellement que ça envoie un peu plus. Ouais, là les watts sont sortis. Ouais. Mais quel dommage, parce que sur ce poste 3, il a quasiment 2-3 minutes d'erreur. Donc il était parti pour faire un truc fantastique. Mais là,
On verra, mais pour l'instant, c'est En tout devant. cas, c'est une ouais, première place provisoire pour Max Peter Beimer, 1h34 et 40 secondes. Et oui, toujours 4 minutes, presque 5 minutes derrière le temps cible du traceur. On va voir ce dont les derniers arrivants vont réussir à faire, que ce soit notamment Casper Fosser. Et donc là, on voit en direct eh bien, cet itinéraire. J'ai pas vu s'ils étaient partis en même temps exactement du poste. Mais en tout cas, ouais, plus rapide pour Max Peter. Ah, et Lucas Seeland qui a fait le choix de contourner sur le dernier Ouais, poste. Le traceur. c'est pas trop mal, ça. C'est pas trop En mal, tout cas, ouais. Ouais, le traceur nous parlait de ce poste comme si c'était un de ses privilégiés pour ce choix. ouais, non, non, ça fait pas grosse diff. Thomas, il a pris la route forestière comparé à direct, c'est à peu près équivalent. Donc c'est pas là-dessus que ça va jouer, quoi. C'est juste d'être capable de finir vraiment fort, quoi. Quel que soit le choix. Donc Thomas Krivda a toujours 6 minutes de retard. On l'a vu, hein, on a pu apercevoir Quentin Andrieux sur les écrans. Quentin Andrieux qui vient de passer à l'arrivée, 12e provisoire pour le Français, juste derrière Mathieu Perrin, 30 secondes derrière Mathieu Perrin. Donc très belle course aussi de ce plus jeune Français, Quentin Andrieux. Voilà, une belle course hein, pour l'instant. Pour être un peu chauvin, Thierry, si tu nous le permets, plutôt bonne course. Hein, nos 3 Français, Quentin Moulet, Mathieu Perrin, Quentin Andrieux. Donc là, il n'y a que du bleu et jaune, hein. On était sur Gustave, maintenant on est sur Anton Johansson, donc ouais, là je pense que ça va être un peu le championnat de Suède là. Et je pense que Casper peut réaliser le gros coup en battant tous les Suédois à domicile, mais à part ça, je vois pas trop qui va venir s'intercaler là. Et ben en tout cas, ça n'a pas l'air d'être Bergman qui va réussir à s'intercaler. Déjà 4 minutes 20 de retard. Et ouais, tu disais, hein, tu semblais pas être très confiant sur sa capacité à jouer les avant-postes aujourd'hui. Bon, Gustave, on le connaît quoi, hein. C'est un mec qui peut faire des courses fantastiques. Bon, je l'ai rarement vu faire des longues distances du départ à l'arrivée fantastiques. Après, lui, il a beaucoup voyagé là ces derniers temps. Bon, je pense qu'il a couru tous les week-ends. C'est possible qu'il nous fasse un peu comme les années précédentes, quoi, un printemps fantastique et puis un été un peu en dedans. Bon, faut jamais l'enterrer parce qu'il peut gagner la middle facilement. Bon, lui, il a sa belle famille qui habite, qui a un chalet à 20-30 km d'Hydrofiel, donc c'est des terrains qui maîtrise parfaitement. Je pense aujourd'hui, c'est physiquement, quoi. On sait qu'il est fragile au niveau du dos. Donc beaucoup de voyages avec la Yukola. Cette performance, elle ne m'étonne pas trop de lui. Bon, faudra voir dans 2 jours, comme d'hab. Donc là, on voit Casper, il est en train d'écraser la concurrence. Ouais. Ah bah là, il est en train de tuer tout suspense et on va voir si du coup Mathias Kiburs va réussir à. Et ouais, parce que là, il y a 3 minutes. Exactement. Ouais, exactement. Donc on risque de se retrouver dans un scénario comme pour les féminines, ou un petit train. Bon, bah, c'est pas tout à fait surprenant, hein. Je veux dire, quand on met un poste comme le poste 2, aussitôt dans la course, bon, bah, on sait qu'il va y avoir de la casse. Donc, est-ce que c'est judicieux ou pas au niveau du tracé? Bon, moi, je pars toujours du principe qu'il faut quand même offrir le plus gros challenge possible. Donc, mais c'est sûr que sans butterfly ou système de dispersion plus tard, c'était un peu garanti que ça allait se passer comme ça, quoi. Toi, tu es un partisan de ces systèmes qui répartissent les coureurs en course? Pas forcément, mais parce que ça peut créer d'autres regroupements, mais avec j'ai pas mal d'expérience de ce type de flanc. Moi, je m'entraîne assez souvent à Selen, qui est l'équivalent d'Hydrofiel à 100 km. C'est l'enfer ces flancs-là, hein. C'est pas du bingo. J'ai été vraiment impressionné par l'attaque de poste 2 de Tove et de Casper, parce qu'ils arrivent vraiment à flanc sans repère évident, mais ils l'ont quand même nickel. Mais tu passes à 20 mètres, c'est exactement pareil. Donc, bon, après, c'est toujours, surtout chez les féminines, je trouve, Victoria et puis Sarah, elles sont pas bien récompensées de leur belle journée, quoi, en prenant, je crois qu'elles font du coup
4 et 6. Je pense que ça Oui. valait peut-être un petit peu mieux, quoi. Mais bon, c'est comme ça sur les longues distances. Et ouais, c'est une partie du jeu de notre sport. Et en tout cas, bah, un autre vétéran à l'image, hein, plus de 40 ans, le Daniel Ouman, qui pas sûr qu'il coche un nouveau top 10 en Coupe du Monde, comme il aime afficher les stats sur ses réseaux. Aujourd'hui, ça devrait être un peu plus loin. Non, là, c'est un peu plus difficile, hein. Il me semble quand même, il y a 4 ans, la dernière Coupe du Monde, Oui. il avait fait une belle troisième ou deuxième place, troisième place, il me semble, sur la longue distance. Et donc, il va lui rester la middle. Là, il était aussi Ah bah monté là, sur le podium. Donc, la middle dans 2 jours, on sait exactement que ça va être probablement une course où si tu arrives à rester en contrôle, à prendre tes postes correctement, ceux qui sont un peu dans les zones diffuses, ça peut faire un très bon classement. Donc je pense qu'il va rapidement réussir à se motiver pour ça. Donc là, on a Victor. Victor, là, ouais, faut pas trop Victor qu'il traîne Svensk, quand même. effectivement. Donc là, il arrive au dernier poste télévision, le TB3, celui 10 minutes avant l'arrivée. Et il est toujours en tête pour Et Victor ouais, c'est Svensk. solide. Et ouais, il Ouais. tient, Ah il tient le ben, choc comme pour quoi, l'instant, contrairement à ce que exactement. tu pouvais estimer tout à Il me l'heure. fait mentir, Il ouais. tient le choc. C'est toujours un peu la beauté du sport de haut niveau. Là, bon, après lui, l'avantage, hein, c'est qu'il a la jeunesse, donc peut-être qu'il a moins besoin de semaines de qualité pour retrouver un gros niveau, mais là, il est en train de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, à l'image, bah, j'ai mon coureur, le Loli. Là, bon, bah, il traverse une période difficile. Il sera pas au championnat du monde. Je sais pas ce qui s'est trop passé ce printemps. Donc, mais il a eu du mal à trouver son rythme. Et là, aujourd'hui, je suis bien satisfait. Bon, bah, ça, c'est un mec qui vient de Rovaniemi, donc limite Laponie en Finlande. Et donc ça, c'est des terrains, bah, c'est son jardin, quoi. Donc je pense que ça l'a bien motivé quand même. Et aujourd'hui, pour moi, il fait une belle performance. Je m'attendais à moins bien que ça. Donc là, il tient le choc. C'est pas ce qu'il veut, mais faut en passer par là pour vivre des jours meilleurs. Oui, c'est sûr en absence de ceux qui vont à championnat du monde, pour l'instant, il fait la meilleure perf finlandaise à l'intermédiaire à laquelle il vient de passer. Belle course, on a vu une belle déviation de sa part, hein, qu'il a fait perdre 1 minute 30 au GPS tout à l'heure, on a pu le voir. Mais voilà, et donc des standings à ce GPS, les résultats, Quentin Moulet 6e à ce moment-là, il reste à passer eh bien, quelques coureurs, notamment Emil Svensk, Kasper Fosser, Matthias Kiburtz, entre autres. Mais du coup, pour l'instant, le top 10 qui semble être toujours accessible à ce moment de la course pour Quentin Moulet. Mais bon, on a vu hein, qu'il a pas fini non plus aussi fort qu'un Jonas Eger derrière lui, par exemple, ou que d'autres coureurs. Donc on va voir ce que va donner la course. Allez, un peu de Emil Svensk à l'image. Il doit être en direction eh bien, du deuxième poste télé, justement. Ouais, c'est solide ce qu'il a fait aujourd'hui là. Bon, ça c'est un gars qui est capable du pire comme du meilleur techniquement. Et là, depuis la Yukola, c'est un mec avec qui j'échange beaucoup depuis que j'ai quitté l'équipe de Suède là. Et donc il me disait qu'il changeait un peu sa stratégie là. Il essayait d'être un peu plus méthodique, de pas s'emballer physiquement, d'être toujours en contact. Ben là, on le voit typiquement, il est en train de faire son choix pour le truc, pour le long poste à poste. Je pense qu'il est en train de réfléchir à qu'est-ce qui est le plus simple. Et il va y aller plein gaz une fois qu'il a pris sa décision. Et Thierry, je t'interromps. Anton Ouais. Johansson, derrière Max Peter Ouais. Beimer à l'arrivée. Lui qui avait, qui avait 20 secondes d'avance, eh bien, l'écart s'est inversé. Désormais, Anton Johansson, 20 secondes de retard à l'arrivée pour le coureur suédois. Vraiment une très très grosse fin de course de Max Peter. Ouais. Impressionnant. Ouais, exactement. Et donc Anton, bon, bah, sa meilleure chance pour se qualifier pour les championnats du monde, c'est la moyenne distance. Mais ça, c'est un mec du sud de la Suède, donc c'est plutôt des terrains
qui lui conviennent pas. Ça, il démarre ses saisons toujours très fort comme il a fait cette année. Et là, bah, on voit qu'il est en train un peu de caler. Tiens, Casper qui fait une erreur, ça c'est Et assez surprenant. on avait commencé à le voir tout à l'heure à l'écran et je me demandais si c'était pas un décalage des GPS. Et non, petite erreur. On va voir si Matthias Kiburs derrière fait le même mouvement. Ça voudrait dire qu'il était accroché au basque du Norvégien. Et Ah non, non. c'est bien réalisé pour Kiburs. C'est bien réalisé. Et qui fait un choix différent Ah, derrière. et Donc, il se sépare, ouais. ça Donc avance. je pense que Mathias était devant, probablement. Et du coup, ouais, j'imagine que Mathias est maintenant devant en forêt. Pas au niveau chronométrique, mais au niveau spatial. Ouais, si je fais un petit regard furtif sur l'écran GPS, eh bien, ils semblent être à nouveau ensemble. Là, quand Casper Fosser est arrêté, Kiburt est à nouveau dans les talons du Norvégien. Mais en tout cas, on a vu qu'il n'est pas en train de le suivre un peu bêtement. Il fait sa course. Non, bah là, on parle de la crème, hein. On l'a vu aussi chez les filles, Simona, Andrine, elles sont capables de lire la carte, elles savent exactement où elles sont. Là, c'est la même chose avec Mathias. Bien sûr qu'il sait où il est et s'il a une opportunité de faire quelque chose d'autre, il va la prendre. Là, on parle vraiment du top mondial. Donc ça, pour moi, ça me gêne pas du tout des courses comme ça parce que bon, bah c'est le fait de course, mais bien sûr qu'il sait où il est. Et puis si Oui, s'ils Casper, avaient fait les courses de manière individuelle, le résultat aurait pu être exactement le même sans qu'il y ait sans que ça ne choque personne, quoi. Et en tout cas, ils sont passés en exactement. tête. Les deux coureurs sont passés en tête. Casper Fosser devant Matthias Kiburt. Et du coup, Matthias Kiburt qui a une vingtaine de secondes d'avance sur Emil Svensk. Emil Svensk qui a perdu fort par rapport à son frère qu'on voit à l'écran. Mais Victor Svensk qui a fait l'intermédiaire du TV1 au TV2 beaucoup plus rapidement que son grand frère. Donc la fin de course du championnat de Suède, comme tu as aimé le dire, est loin d'être terminée. Oh Et là, le notamment Martin avec aussi, Red là, Bull. c'est serré. Oh, ouais, là, c'est vraiment dans un mouchoir. Toutes les secondes vont compter là. Et c'est Victor Svensk qu'on attend. Victor Svensk va-t-il prendre la première place à Max Peter Beimer et Anton Johansson? Il est déjà dans le couloir. Et oui, c'est très clair. Oh, c'est Le énorme. jeune Victor Svensk. C'est exceptionnel. Là, on est vraiment. Ça doit être certainement sa première longue internationale de référence. Ah, ça, c'est pas une surprise, hein. On sait son potentiel. C'est le futur de l'équipe de Suède. Il a encore eu du mal en relais. Il est capable de faire des choses vraiment phénoménales depuis 2-3 ans. C'est lui derrière les grands succès de Storatuna en partie, mais au individuel, ben, il manque juste de faire un top 3 au niveau international et ça sera validé. Donc là, aujourd'hui, il prend une petite option pour les championnats du Et monde. oui, Là, en tout cas, il a fini plus fort et, que Max Peter Beimer. Hein. Donc mm, il n'a pas du tout craqué. Comme effectivement, tu pouvais légitimement penser que ça pourrait être le cas. exactement. Et C'est donc très là, on voit impressionnant. Martin qui est trop offensif. Donc là, voilà, là, il monte un peu trop. Donc ouais, il va être assez. Oh, c'est impressionnant. Ouais, c'est un moteur là de fou, quoi. Parce que c'est vraiment pas pour moi la ligne idéale, mais il est encore. Je pense que c'est un peu le souci de Martin. Bon, on le sait, hein, champion du monde de sprint, donc au niveau physique, c'est un monstre. Mais là, je sais pas ce qu'il a ce printemps. Il est pas super clean. Et donc, ben, ouais, il arrive pas à utiliser ses capacités physiques. Et bon, je sais que les Suédois, les coachs suédois le veulent absolument sur la longue distance des championnats du monde parce que bah, ça va être à dominante physique. Et donc, ils pensent qu'il peut faire un carton. Mais je pense c'est possible que ça finisse derrière Victor.
En tout cas, on a vu comment Max Peter Beimer a doublé Anton Johansson. Il a été plus direct sur ce poste 24 en sortie de ruisseau. Et ce genre de petite déviation fait une grosse différence sur cette fin de course. Après tous les passages au deuxième intermédiaire, donc Kasper Fosser, Matthias Kiburs et Emil Svensk aux 3 premières places. C'est très très serré pour ces 2 dernières places du podium après Kasper Fosser. Et donc on a Quentin Moulet toujours accroché au top 10. Et on va commencer à espérer que ça finisse pas trop mal pour lui. En tout cas, il ne devrait pas en être très loin. Mais cette fin de course pour le podium risque d'être très très intéressante. Un autre de tes coureurs, un plus jeune, et ouais, ça c'est mon Touko, donc ça c'est... Ouais, il a pris un gros coup sur le casque, lui, à Font-Romeu. Donc, on a fait notre préparation en altitude grâce à l'aide en partie. Je voudrais le remercier. Il est peut-être devant la télé. Benoît Pével qui gère le CNEA de Font-Romeu. Donc, Touko, c'était un monstre il y a un mois. Là, je pensais vraiment qu'il allait faire les championnats du monde. Il était vraiment compétitif. Et puis, bon, il n'a pas réussi ses courses de sélection. Donc, quand je l'ai appelé pour lui annoncer la nouvelle, il a pris un petit coup sur le casque. Et visiblement, c'est un mec aussi qui a fait le dernier relais de la Yukola. C'est un coureur jeune, peu de volume et tout. Donc, ça, c'est typiquement le genre de coureur qui sont encore fatigués du week-end. Donc, Touko, c'est pas bon. Et alors qu'on attend Martin Newman à l'arrivée également, autour de la 10e place, peut-être que tu peux nous parler justement de votre stratégie, les Finlandais, pour l'approche du championnat du monde. Vous avez donc fait le choix de sélectionner un peu plus tôt, comme d'autres nations d'équipe, et du coup de ne pas faire participer les coureurs à cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est un choix de votre part? Est-ce que ça vient des coureurs? C'était individuel? Est-ce que tu peux nous dire un peu les dessous de la décision? En fait, moi, ma stratégie, elle est simple. Les Finlandais, c'est pas les meilleurs. On est derrière au moins 3 nations qui sont les grosses nations plus scandinaves plus la Suisse. Donc, si on veut battre ces coureurs-là, faut pas qu'on fasse la même chose parce que sinon on sera toujours battu. Donc, moi, c'est un peu ce que j'appliquais, par exemple. Pour ma préparation personnelle, le walk en 2011 en France, il y avait des Coupes du Monde début juin avec François Gonon, Damien Renard, Philippe Adamski. On avait fait complètement l'impasse pour se préparer en Savoie. Donc moi, c'est un peu ma théorie, quoi. C'est un championnat du monde à domicile, t'as pas 100 000 occasions, donc faut vraiment tout mettre en place pour le réussir. Ça garantit pas le résultat. Mais si je trouve quelqu'un pour me dire qu'enchaîner la Yukola et la Coupe du Monde, c'est le meilleur moyen pour être en forme au championnat du monde, je vais discuter avec cette personne parce que moi je pense que c'est un gros risque de tomber malade. On voit qu'il y a certains coureurs qui sont limite blessures. Donc, mais bon, dans le même temps, c'est compliqué parce que tu dois remplacer cette préparation qualitative. Donc nous, c'est pour ça qu'on fait un pré-camp où on simule le championnat du monde la semaine prochaine. Donc voilà, il n'y a pas de garantie et c'est un peu la même chose avec notre stage en altitude. Donc on a vraiment mis un gros investissement en temps et financier. Moi, je pars du principe qu'ils s'entraînent mieux quand ils sont avec l'équipe nationale parce que tout est sur mesure. Donc, on a fait quand même un mois à Font-Romeu. C'était long. Mais je pense un mois de qualité, ça remplace pas 10 ans de haut niveau. Et c'est pour ça que au final, on sera peut-être battu au championnat du monde, voire certainement battu au championnat du monde parce qu'on part quand même d'assez loin. Mais au moins, moi, je vais pas avoir de regrets, quoi. Donc on a fait la préparation que je juge idéale. Mais après, ça gomme pas le quotidien, ça gomme pas 10 ans de haut niveau. C'est pas 6 mois qui changent tout, quoi. Donc là, on le voit avec les Suédois. Ils ont un réservoir de malades. Ils ont des coureurs en voiture, en voilà. Et donc là, ils se battent pour les places. Donc ça, c'est dur à remplacer, quoi. Donc mais on tente le tout pour le tout. Et on espère que ça marchera, mais il n'y a jamais de garantie dans le sport et c'est ça qui est beau, quoi. Mais super intéressant ce que tu nous dis là. Merci beaucoup de cette explication.
Et du coup, en attendant, on a quand même l'arrivée, la course continue, hein, on a l'arrivée de Martin Rekborn et il n'a pas réussi à inverser la tendance avec Victor Svensk. Il avait 28 secondes de retard tout à l'heure et en fait, Victor Svensk est celui qui semble finir le plus fort, hein, parce que Martin Rekborn va perdre un peu plus de temps et va être à la minute par rapport à Victor Svensk. Exactement, et ça c'est une belle épine dans le pied pour les coachs de l'équipe de Suède, parce qu'en fait, ils font tous un peu leur équipe théorique, et donc d'après ce que je sais, ils voudraient avoir sur la longue distance Martin Rekborn, Peter Bemer et Emil Svensk, donc les gros moteurs de l'équipe, parce que on estime que la longue distance des championnats du monde, ça va être à dominante physique. Donc là, c'est sûr que ça contrarie un peu leur plan. Ils veulent éviter que Gustave fasse toutes les courses au championnat du monde. Donc là, ils ont des arguments parce qu'il ne sera probablement pas top 6. Hein. Donc je pense qu'ils vont essayer de le garder pour la middle et pour le relais des championnats du monde. Mais là, Victor, c'est magique. Hein, ce qu'il a fait aujourd'hui, là, franchement, celui qui pouvait le prévoir, c'est le dernier à s'être sélectionné pour cette Coupe du Monde. Donc, il est parti couteau entre les dents. Chapeau l'artiste. En effet, très très fort, hein, effectivement. Et donc, les sélectionneurs suédois qui vont avoir beaucoup du pain sur la planche pour sélectionner leurs coureurs sur cette course qui, pour l'instant, malheureusement pour nous, hein, tu le dis, ressemble beaucoup à un championnat de Suède, tellement les coureurs connaissent ces terrains-là et sont le couteau entre les dents parce que leur course est d'autant plus qualificative et ils savent à quel point c'est serré. Et du coup, comme tu as dit, la densité des coureurs suédois n'est plus approuvée. Mais pourtant, encore une fois, ils risquent de se faire battre. Et encore une fois, ça sera un Norvégien qui sera devant. En la personne de Casper Fosser, qui, pendant que tu nous expliquais toutes vos stratégies en amont des championnats du monde, on l'a vu au GPS, semblait toujours devant. Et pareil pour Kiburt, qui maintient l'écart aussi avec les concurrents suédois derrière. Ouais, ça c'est vraiment solide de Casper, hein, parce que je pense lui ça lui fait plaisir de battre les Suédois en Suède. On sait que c'est toujours un peu tendu norvégien suédois. Donc l'an dernier, à la dernière Coupe du Monde, il y a 4 ans au même endroit, là, il s'était fait battre par Gustave dans le relais. Donc je sais que le relais aussi cette semaine, c'est le gros objectif des Norvégiens. Il va falloir voir Erik Breivik. Quel type de problème il a. C'était vraiment surprenant qu'il quitte la course comme ça et qu'il revienne au départ assez rapidement. Donc je sais que Damien Renard était en train de le récupérer en minibus au départ. Donc on va voir s'il peut enchaîner parce que lui, bien sûr que c'était un des gros favoris pour la middle. Et avec Casper, c'est sûr que ça fait un sacré relais norvégien. Donc ça va être un peu l'interrogation des prochaines heures. En effet, voir comment le Norvégien Breivik se remet d'ici à samedi la moyenne distance, là où il sera l'un des grands favoris. Et voilà qu'on nous remonte un peu de paysage. En attendant, l'arrivée des tout derniers. Ce n'est pas Thomas Krivda qui nous intéresse le plus pour l'instant. Ça sera surtout Emil Svensk, Casper Fosser, Mathias Kiburt. Voilà les 3 derniers concurrents principaux pour venir bouger ce top 10. Et la bonne nouvelle, c'est que Quentin Moulet à l'arrivée toujours 7e. Et je crois bien que ça peut peut-être tenir pour le top 10. En tout cas, Bergman a un peu de retard à ce stade, presque 6 minutes. Et l'un des derniers Suédois au final de la course. Pas forcément une super prise de confiance pour Gustave Bergman. Ouais, on le connaît, hein, c'est pas la fois qui passe à travers d'une longue distance. Tout est relatif, hein, il est quand même, je pense qu'il va faire un top 15 là, peut-être un petit peu plus, mais après, il a cette capacité à récupérer relativement vite. Là, demain, ils vont fêter le Midsummer, c'est journée de repos, donc je pense qu'il sera d'attaque sur la moyenne distance. Mais là, pour l'instant, c'est frustrant pour lui, parce que je le redis, hein, mais il a sa belle famille qui a un cottage vraiment proche.
il passe beaucoup de temps dans le secteur, donc je pense que ça lui tient à cœur de gagner une course individuelle sur ces terrains. Pour l'instant, bah, c'est pas pour aujourd'hui, quoi. En effet. Et donc, on voit l'attaque. Tous les derniers concurrents ont plutôt privilégié d'attaquer ce Ouais. dernier poste par la Alors, gauche, contourner le sommet par là, la c'est hyper gauche. intéressant. Je vais citer la conversation que j'avais avec Maxime Roturier parce qu'il est en train de nous regarder. Donc là, on a un appartement à 4 étages. Là, il y a 4 trajectoires. Là, on voit derrière. Là, donc là, c'est hyper intéressant. Là, si on parle purement technique, en fait, bon, bah, techniquement, c'est pas très dur, hein. De toute façon, au pire, ils font comme Tové, ils tapent la route ou ils se rapprochent de la route. Il y a la grosse rupture de pente. Mais ce qui est hyper important et ce qui fait la différence, c'est de trouver la courabilité et surtout techniquement bah, d'être offensif, quoi. Si tu passes beaucoup de temps à lire les détails et ça te ralentit vraiment. Donc là, c'est de la finesse, surtout en fin de longue distance. Faut rappeler 15 millièmes, hein. Donc on voit rien là, hein. Il y en a qui courent avec une loupe, L'eau. mais c'est dur d'être vraiment précis et ça fait la diff, hein. Ça, entre un mec qui est bien fluide, qui trouve les petits passages, les petits plateaux où bah, il y a un peu plus de traces d'animaux ou de coureurs, ça fait défiler. Et puis là, sur une course serrée comme ça, ouais, ça va se jouer là-dessus, quoi, hein. En effet, là. Et puis, bon, je te reposerai la question plus tard. On peut se demander de l'intérêt d'essayer de chercher à tout prix des zones un peu plus de replat dans la pente. Est-ce que sur ce genre de terrain, c'est un endroit qui court beaucoup mieux que quand on est vraiment dans le flanc avec les courbes resserrées? Est-ce que c'est vraiment primordial de récupérer ces courbes un peu plus espacées, ou est-ce que sur ce type de flanc, dans ce type de terrain, il n'y a pas une grosse différence de courabilité? Alors là, on est sur, bah, on le voit bien sur la carte, hein, il y a très peu de zones de coupe, donc ça c'est un terrain qui est nature réservate protégée, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arbres au sol en fait, qui tombent et qui restent en place et qui meurent sur place, donc il y a très peu de, donc même si c'est blanc, bah il y a un paquet quand même d'arbres au sol qui sont un peu gênants pour la trajectoire. Donc en gros, faut faire à vue, quoi, hein. Et c'est pour ça que c'est vachement important d'avoir bien son plan, de savoir où on veut atterrir, parce que justement, on peut être dans un couloir qui est de large de 50 mètres, et là, s'il y a encore un peu de fraîcheur physique, et ben on va essayer de se placer en anticipation par rapport à ces arbres au sol, là où on voit un peu plus de traces. Bon, c'est de la science, hein, mais s'il y a encore un peu de fraîcheur, sur une fin de longue distance, ben, il y a deux types de coureurs, hein. Il y a les types de coureurs qui sont ravitaillés, qui sont forts physiquement, qui ont pris les ravitaillements et qui finissent, on va dire, pour comparer à l'athlète, la négative split, donc qui Split. finissent vraiment fort. Et ça fait une diff folle entre quelqu'un qui est en train de mourir physiquement et puis quelqu'un qui en a encore sur la pédale. Et là, on voit, franchement, à partir de quand on passe la route, là, ouais, c'est quand même pas, quels que soient les choix, là, il y en a qui font droite ou gauche de la rivière, ça fait pas de diff, hein. Il y a des traces maintenant un peu de partout, donc faut vraiment être costaud. Il y en a qui vont cramper un peu dans cette partie-là. Donc là, ça fait plus ou moins 30 secondes, quoi. Et ça dépend vachement, en fait, bien sûr, de l'entraînement, hein, des années d'entraînement, comment ils se préparent. Il y en a qui sont plus sur du type sprinter, d'autres qui font vraiment du volume, même s'il y en a de moins en moins qui font vraiment beaucoup d'heures d'entraînement. Mais là, ce qui est primordial aussi, c'est comment ils se sont ravitaillés, quoi. Donc, je sais pas, là, ils avaient 4 postes ravitaux, ils prennent aussi des gels, donc il y en a qui vont en sauter, il y en a qui vont vraiment s'arrêter. Bon, moi, je pense qu'il faut faire un entre-deux. Faut avoir des gels et puis il faut surtout prendre 2, 3 verres à chaque ravito. Surtout les premiers, faut pas les sauter. Et là, généralement, ça permet de finir un petit peu plus fort si on est bien entraîné, quoi. Et effectivement, merci beaucoup pour ces paroles. J'avais du mal à te couper, mais on voyait des choses très intéressantes à l'écran, notamment en fait, le choix de Victor Svensk, vraiment très tranchant au poste 20,
et en fait 21 pardon, et Emil Svens qui est passé derrière son petit frère et même très largement. Emil Svens qui est en train de craquer un peu sur cette fin de course et qui est désormais déjà bien en retard au dernier poste radio et qui est en train peut-être de perdre la course, en avoir un peu trop arrondi sur cet itinéraire 20-21. Et désormais, Emil Svens, qu'on l'attend, mais il devrait déjà être passé normalement à ce poste. Hein. On se demande presque s'il ne va pas se faire attraper par celui qui partait derrière lui, Matthias Kiburt, et celui qui partait encore derrière lui, Kasper Fosser. Cela, on avait passé Daniel Humann, c'était un peu loin. Gustav Bergman à l'arrivée, on va voir ce que ça dit. Il lui reste un poste, de traverser le marais, prendre le dernier poste et le couloir d'arrivée, mais ça sera un peu loin. En tout cas, pas assez proche pour embêter et pour inquiéter le Français Quentin Moulet, qui s'accroche toujours bien à cette 7e place provisoire. Et ouais, on attend de voir désormais Emil Svens, que Matthias Kiburt, Kasper Fosser, qui devrait presque arriver en même temps au dernier poste TD. Ouais, il semblait avoir un beau matin d'avance, le plus grand Svensk présent aujourd'hui. Et voilà, ils sont ensemble, en effet. Ouais, donc en fait, Emile, il a foiré un peu son dernier flanc là sur le long itinéraire et ça lui, c'est ce qu'on parlait un peu. Faut être offensif, mais bon, si c'est au détriment de la précision, donc là, il a lâché une grosse minute, si ce n'est plus, en approche de 21. Ouais. Pas d'erreur au poste, mais plus sur la fluidité, quoi. Le premier étage de l'appartement était peut-être pas le plus idéal pour arriver sur le poste. Si je suis ce que tu as dit. Et l'autre info, c'est qu'il n'y avait pas Matthias Kiburt. Hein. Si on en parle, il n'y avait pas Matthias Kiburt au poste. Hein. Donc Matthias Kiburt, ça a été lâché par Kasper Fosser. Et le voilà. Voilà seulement. Est-ce que ça va tenir pour la 2e place? Et oui, il a toujours 1 minute d'avance pour la 2e place par rapport à Viktor Svensk. Mais il va devoir maintenant pousser tout seul. Il n'aura plus Kasper Fosser pour éventuellement lui mettre une petite motivation, une carotte supplémentaire. Alors là, c'est quand même costaud de Kasper. Le premier étage. Ouais, exactement. Il a dû perdre un peu. Je pense qu'il ne devait pas être serein d'exactement où il était parce que ça me semble quand même beaucoup. Une 33, donc je pense qu'il y a aussi de l'hésitation dedans. Mais ce qui est impressionnant par Kasper, là, c'est qu'il finit fort. On avait vu sur les championnats précédents qui, des fois, le dernier quart d'heure, il part tellement fort qu'il a du mal à finir. Là, il montre qu'il a pris encore un cran. Et là, il fait une démonstration aujourd'hui. Là, il est en train de mettre vraiment un coup sur la table. 3 semaines avant les championnats du monde, on connaît le favori de la longue distance des championnats du monde, quoi. En effet. Et donc là, on a un temps intermédiaire depuis le 2e poste jusqu'au poste 21. Et donc on voyait que c'était toujours Kasper Fosser et Matthias Kiburt devant, mais que les Suédois n'étaient pas si loin. Et notamment, les Suédois qui étaient devant, c'était Max Peter Beimer, Viktor Svensk et Martin Rekborn, ceux qu'on va retrouver au plus haut aujourd'hui. À voir si Emil Svensk va réussir à maintenir quand même, parce que Emil Svensk au TB3, il est passé du coup 5e avec seulement 10 secondes d'avance sur Anton Johansson et seulement 20 secondes d'avance sur Max Peter Beimer. Donc, faut pas trop freiner la fin de course. Donc là, il va être quand même dans la roue de Kasper. Donc je sais pas si Kasper va pousser là. Je pense qu'il a un bon contrôle. Il a vu la plupart de ses concurrents. Je pense qu'il est quand même. Il sait pas forcément ce qu'on fait Martin Rekborn. Donc je pense qu'il va vraiment pousser jusqu'au bout. Mais après, il va entendre le speaker à partir de la 24. Donc là, il va moins pousser, mais c'est sûr que Emile, il a quand même intérêt de continuer, ne serait-ce que pour le général de la Coupe du Monde. On ne sait jamais, 2-3 places de mieux, ça fait toujours des points. Donc
Là, je pense, Émile, s'il n'est pas cuit, il faut qu'il essaye de passer Casper sur le dernier coup de cul à la 24 et essayer de finir fort, quoi. Et donc, eh ben, on attend Kasper Fosser, Matthias Kiburz, Emil Svensk maintenant à l'arrivée. Il ne reste plus que pour venir perturber le top 6, ce petit podium sur cette première course de la Coupe du Monde de course d'orientation, la longue distance ici à Hydrofiel. Pour Kasper Fosser et Matthias Kiburz, ça semble très très bien parti pour rester aux 2 premières places. Reste à savoir, est-ce que eh bien, c'est le jeune Viktor Svensk qui prendra la 3e ou son grand frère Emil Svensk. On surveille aussi, nous, eh bien, le classement de notre premier Français, Quentin Moulet, toujours 7e. Personne n'est venu passer devant, pas Fabian Abersold, pas Gustav Bergman. Ce qui veut dire qu'il va tout droit vers un top 10 sur cette course de Coupe du Monde. Et ça, Ouais, c'est c'est quand même, super ça. ce type de terrain, ça me paraît quand même très très costaud, Thierry. Ouais, bien sûr. Bon, bah lui, c'est un, allez, on va dire 10% suédois maintenant. Ça fait quand même quelques années qu'il habite en Suède. On sait qu'il est friand de ses trips dans le nord de la Norvège. Donc, c'est des terrains, je pense qu'il doit commencer à connaître. Mais bon, ouais, je suis content parce que bon, il s'est bien remis de ses problèmes physiques de l'automne. Et puis là, il est en train de prendre confiance pour les championnats du monde. Donc, c'est super. Hein. Franchement, c'est des courses là qui boostent la confiance. Et c'est souvent ce qui fait passer les derniers petits crans, hein, parce que il fait du bon boulot sur Göteborg là avec son club, et donc là il est en train de valider un peu ses méthodes d'entraînement, et ça c'est important. Ouais. Ouais, on le rappelle, hein, Quentin Moulet qui, l'année dernière, s'était gravement blessé du côté de l'organisation des championnats de France par son club, Orientation Team Besançon. Et qui a pris le temps cet hiver de solidifier sa rotule, son genou, et de revenir. Et ça semble avoir plutôt bien payé. Et alors qu'on aperçoit Kasper Fosser vers l'arrivée, il est toujours suivi par Emil Svensk, qui n'a pas réussi à le passer pour l'instant. Mais Ouais, ils sont toujours les deux ça c'est beau ensemble. ça. Donc là on voit toujours la foulée légère. Donc lui en fait, bah voilà, s'il peut finir devant Emile, il va quand même finir devant Emile, et puis on sent quand même qu'il en a encore un peu là. Donc c'est important parce que d'habitude Emile il aime bien mettre un peu le turbo. Donc là vraiment 2 niveaux au-dessus de la concurrence. Chapeau l'artiste. Bon, on sait dans ses communications des fois il est dur à suivre au niveau de l'entraînement et tout, mais là quand même il montre que c'est lui le taulier, et là il a éclaté tout le monde là. Et oui, à la manière d'une Tove Alexander-Thaler qui, malgré avoir attrapé les 4 concurrentes devant elle, finissait le plus fort qu'elle peut. C'est le cas à nouveau pour Kasper Fosser. Et il va venir casser la barrière dès 1h30. Voilà, il a compris qu'il allait gagner cette course. Avec 5 minutes d'avance, il embrasse ses fans. Kasper Fosser, le Norvégien, qui vient remporter cette première course. Et derrière, c'est compliqué pour Emil Svensk, car il se bat pour rejoindre les talons du Norvégien. Et ça ne va pas suffire pour le podium. En effet, c'est derrière pour Emil Svensk, derrière Viktor Svensk. Et est-ce que par rapport à Regborn... Alors voilà, là on est sur de la communication non verbale. On l'a vu hier à la qualif où il joguait déjà pour vider sa puce. Bon, bah là, tout le monde est atomisé. Lui, il a l'air frais et tout. Donc, il en rajoute peut-être même un peu pour montrer qu'il y a zéro souci, qu'il a fait une course tranquille et qu'il les a éclatés. Bon, c'est pas la vérité. Hein. Il est défoncé. Ce soir, il aura du mal à s'endormir comme tout le monde. Mais voilà, il y a toujours un peu d'intox, surtout quand tu es en Suède, que tu as éclaté tous les Suédois, donc tu en rajoutes un petit peu, quoi. Ouais, un peu atteindre le mental des adversaires. Et donc on a vu qu'Emil Svensk, pour 2 petites secondes, a réussi à passer devant Martin Regborn. Et il pourra remercier sûrement d'avoir pu courir les 2 derniers postes avec Kasper Fosser. Et le voilà, le revenant après toute sa préparation marathonienne et les Jeux de Paris en France. Le voilà, 2e place, 4 minutes et 4 secondes derrière Kasper Fosser.
Bon, on voit qu'il est loin de Casper, mais c'est, je pense, quand même assez rassurant pour Matthias Kiburs d'être à ce niveau-là Oui, déjà, c'est j'ai envie de solide. dire. Il faut rappeler quand même que si on peut sélectionner peut-être le pire terrain pour les Suisses en termes de surface, hein, parce que là, c'est vraiment du marécage. Ça sera un peu différent à Kuopio. Il y aura beaucoup plus de chemins, beaucoup plus d'itinéraires sur les chemins. Donc, bon, bah, c'est solide Kuopio, quand c'est le même. lieu des championnats du monde, je précise pour nos éditeurs. Exactement. Donc, Mathias, c'est solide. Hein, c'est le deuxième de la course. Voilà, hein, les champions du monde, il court après son premier titre de champion du monde en longue distance. Je pense que c'est encore ce qui l'accroche un peu au monde de la course d'orientation. Je pense que, ben, bien sûr, de par ses sponsors et puis de sa situation familiale, je pense qu'il veut rapidement se tourner sur le marathon de façon plus ou moins à plein temps. Donc, bon, il sera parmi les favoris au championnat du monde de cette longue distance, même si peut-être sa distance favorite, c'est la moyenne distance, mais je sais qu'il veut vraiment réussir sur la longue distance. Bon, bah, il y a 4 minutes quand même à combler, mais le terrain Et, en Finlande devrait l'aider un petit peu. et donc voilà, notre premier top 10 de l'année. Donc Kasper Fosser et Matthias Kiburs qui devance l'armada suédoise. Et nous, eh ben, on retrouve Quentin Moulet à la 10e place sur cette longue distance. Il vient exploser son meilleur classement, qui était 17e également sur les championnats d'Europe de 2022. Et on dit c'est vraiment une première vraiment grosse performance de référence pour le Français, à venir faire top 10 au milieu du plateau ici. Thierry, merci beaucoup. Tu vas rendre la place à Tam pour cette fin de course. Peut-être, je ne sais pas ce qui est prévu. Dis-nous. Exactement. Bah, merci à Et ben vous. Et voilà. puis, bah, restez branchés pour la moyenne distance. Hein. Il y a 4 ans, c'était la course la plus belle à suivre. Donc aujourd'hui, bon, bah, il y avait peu de suspense au moins pour la première place, mais je pense que samedi, ça sera complètement différent. Donc profitez-en bien tant que c'est sur TV8 Mont-Blanc. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir été présent et de nous avoir apporté toute ton expertise. C'était vraiment super cool de t'avoir parmi nous. Et puis, bah, je te souhaite une bonne préparation pour les Finlandais en vue des championnats du monde qu'on suivra sur TV8 Mont Blanc dans quelques semaines. Merci. Salut.